j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami Ahmed Medhoun pour parler du quotidien des étudiants et élèves pendant cette période de Covid. Monsieur Medhoun, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Houston. Vous êtes enseignant, chercheur, directeur du département à l'ULB, mais vous êtes surtout président fondateur de Scola ULB, initiateur du tutorat donnant l'occasion à des jeunes en difficulté scolaire de se faire aider par des étudiants de l'université. Alors, où en est le tutorat? Quel âge a-t-il déjà? Eh bien, je veux d'abord saluer tous vos téléspectateurs et auditeurs, et c'est un dispositif qui ne me rajeunit pas, puisqu'il a déjà plus de 30 ans, le tutorat. Et il y a plus de 30 ans, nous pensions que aider des élèves en difficulté en les faisant aider par des étudiants de l'enseignement supérieur et de l'université, ce ne serait qu'une aventure en 89, qu'une aventure passagère, comme si nous mettions une béquille au système éducatif pour le soigner de maux passagers. Mais la réalité, c'est que ces maux sont de plus en plus importants, puisque, on le sait, dans un pays comme la Belgique, et paradoxalement à Bruxelles, les enquêtes comme les enquêtes PISA de l'OCDE, qui mesurent les niveaux de performance entre élèves, montrent que entre deux écoles qui ont les mêmes offres de formation, nous connaissons en français et en mathématiques, les élèves connaissent en français et en mathématiques les écarts de performance les plus élevés d'Europe. Les plus élevés d'Europe. Si bien que l'on n'a pas la même scolarité à offre égale d'une école à l'autre. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, cet état de fait s'est accentué avec la pénurie des enseignants. La Belgique francophone est victime d'une pénurie d'enseignants dans un certain nombre de domaines. Donc pour les futurs enseignants qui me regardent, de grâce, rejoignez le monde de l'éducation. Nous avons besoin de vous, les élèves ont besoin de vous. Et puis le troisième élément, vous en parlerez sans doute, c'est celui du Covid. Tout à fait. Et effectivement, le Covid a accentué les maux de l'école. Et donc nos interventions aujourd'hui de soutien scolaire à travers tout Bruxelles, nous sommes le plus grand dispositif de soutien scolaire aujourd'hui auprès des élèves en difficulté, eh bien encore plus de raisons, malheureusement, d'exister et de se développer. Et je reviendrai dans un instant, si vous le souhaitez, sur le développement de cette belle et longue aventure. Alors, nous vivons, je dirais, des moments difficiles avec le Covid qui est parmi nous depuis un peu plus d'un an maintenant. Difficile pour tout le monde, y compris pour les étudiants et les élèves. Oui, alors, les étudiants, les jeunes de façon générale, ont, proportionnellement à leur vie, euh, une parenthèse longue, difficile, et il ne faut pas se le cacher, toutes les enquêtes commencent seulement à le mettre en évidence. La crise a eu des effets sur le mal-être, le malaise, la souffrance psychologique des jeunes et des étudiants en particulier. D'abord parce que forcément, lorsque l'on est dans une école et qu'il faut suivre ses cours à travers, comme nous le faisons, Monsieur Le Bied, à travers cette petite machine, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une machine comme celle-là. Je suis un privilégié. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une connexion Wi-Fi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir toujours des professeurs prêts à avoir franchi le pas vers le monde du numérique et à être capable, chose très difficile, j'enseigne par ailleurs, à être capable de donner cours au travers de ces outils très, très complexes. Ce n'est pas facile pour un enseignant d'avoir des tas de vignettes et parfois un écran noir avec 30 petites vignettes éteintes et des petits prénoms en dessous. Le boulot d'enseignant, c'est aussi un boulot de contact et c'est vrai que interagir avec un groupe classe, c'est déjà un métier difficile, mais le faire
par ce biais-là ne va pas de soi. Alors c'est vrai que heureusement qu'il y a ça. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le numérique nous a bien aidés. Mais cela a fait des dégâts. Alors, quels sont ces dégâts? Bien sûr, on l'a dit, ce sont des dégâts psychologiques, certains, durables. Car un jeune grandit aussi de tas de façons. De la crèche, par exemple, lorsqu'effectivement vous avez aujourd'hui une puéricultrice qui a un masque et qui s'occupe d'un enfant, l'apprentissage des sons, des langages, si l'enfant ne voit pas les lèvres, eh bien cela limite les apprentissages. Déjà là, déjà là. Ensuite, un enfant dans le primaire, s'il doit porter un masque, les enfants grandissent aussi par mimétisme. Ils miment leurs copains, leurs copines. C'est vrai aussi dans le secondaire. Et donc, l'ordinateur ne peut pas tout remplacer. Nous sommes des animaux sociaux. Et puis ensuite, évidemment, il y a cette inégalité de moyens, de ressources, parce que la fracture numérique est une réalité. Tout le monde ne peut pas avoir, quand on a 3, 4 enfants qui doivent suivre des cours à distance, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir le faire, pas plus que le lieu. Si vous avez, comme nous l'avons ici, une interaction avec un professeur de l'autre côté, comment le faire lorsque la seule table se trouve dans la cuisine et qu'il y a 4 enfants qui doivent parler avec leur interlocuteur? Ce qui est vrai dans l'enseignement secondaire l'est également vrai dans l'enseignement supérieur. C'est un peu plus compliqué parce que là, ils doivent, pour certains, financer leurs études, travailler, alors qu'il n'y a pas de travail en ce moment pour les étudiants. Alors c'est très juste ce que vous dites, les mots s'accumulent pour les étudiants et pour les étudiants les plus fragilisés. Il est certain que d'abord, tous ceux qui avaient des projets de partir dans un autre pays pour étudier ont eu leurs ailes rabotées. La mobilité est en berne. Toutes les formations, tous les stages que l'on pouvait avoir ici ou là sont fermés. La mobilité européenne des étudiants est quasiment à l'arrêt. La vie d'un étudiant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et d'un étudiant étranger en particulier, c'est d'être seul dans une chambre dans laquelle il fait tout. C'est son unique espace. Au maximum, à 30 mètres carrés, c'est un luxe. Alors vous imaginez à Paris, Bruxelles a encore des prix convenables, mais Paris, Londres sont des villes impossibles en termes de loyer. Et donc on y fait tout dans cette chambre, du matin jusqu'au soir. Et vous imaginez, en période de fort confinement, il faut avoir beaucoup de force de caractère. Et donc oui, vous avez raison, beaucoup d'étudiants vivent de l'emploi étudiant, de job étudiant. En particulier lorsque leurs parents n'ont pas les ressources nécessaires pour subventionner, pour aider aux études. Nous avons de la chance en Belgique. Il faut tout relativiser par rapport à... Il suffit de franchir la Manche. En Irlande, c'est 4 000 € en moyenne le droit d'inscription à la première année. En Belgique, État-providence, il faut quand même aussi se rendre compte que les conditions d'études ici sont bien moindres en termes de coûts, même si on peut faire davantage. Et malgré cela, malgré des droits d'inscription limités, malgré cela, il y a un nombre très croissant d'étudiants qui connaissent la précarité. Rien que dans l'université où je travaille aujourd'hui. L'année dernière, en 2019-2020, nous aidions 6 500 étudiants sur les 32 000 étudiants que nous accueillons. 6 500 étudiants. Pour les aider, comment les aider au travers d'aides financières pour leur loyer, en donnant une aide pour leur alimentation, des conditions d'accès à des ordinateurs, le Wi-Fi gratuit, et toutes sortes d'aides, en ce compris des consultations médicales par téléphone. Et donc nous avons dû renforcer notre politique sociale parce qu'on s'est bien rendu compte que ceux qui étaient en fragilité hier le sont encore plus aujourd'hui. Mais chose encore plus inquiétante aujourd'hui, c'est que
ceux qui n'ont pas besoin de ces aides aujourd'hui vont en avoir besoin demain parce que leur papa, leur maman perdent leur travail. Et donc, le soutien économique qu'ils avaient peut-être va de plus en plus disparaître. C'est ainsi, par exemple, que des étudiants venus de l'étranger viennent en Belgique avec une condition de séjour qui est le garant, c'est-à-dire un garant financier. Beaucoup de ces étudiants travaillent en même temps. Ils viennent d'Afrique subsaharienne, du Maroc, de tas d'autres pays. Si le garant n'a plus les moyens de garantir économiquement cet étudiant, et si en plus cet étudiant n'a plus d'emploi étudiant, eh bien on se retrouve effectivement avec des étudiants en grande difficulté. Ce qui explique l'arrivée croissante d'étudiants dans les CPS, les centres publics d'aide sociaux, et ce qui aussi explique, vous l'avez dit tout à l'heure, la fragilité croissante de ces étudiants. Ils sont près de 30 000 à Bruxelles. Bruxelles est une ville étudiante, la première ville étudiante de Belgique. 100 000 étudiants y vivent, près de 10% de la population. Et ces étudiants, travaillant un peu, travaillant beaucoup, eh bien, lorsqu'ils n'ont pas ces emplois, eh bien, leurs études sont alors remises en question. Et la réalité, c'est que forcément, la crise économique qui va, dont les conséquences ne font que commencer, malheureusement. Tous les observateurs s'accordent à le dire. Eh bien, la demande d'emploi étudiant se raréfie dans tous les domaines. Elle a des nouveautés. C'est vrai que le domaine de la livraison, du réassort dans les grandes surfaces, tout cela, ou le nettoyage, tout cela fonctionne encore un petit peu, mais il faut aussi constater que ces emplois étudiants, lorsqu'ils sont perdus, l'étudiant n'a aucune compensation, aucune aide financière de qui que ce soit. Ils sont en dehors du radar, ils sont oubliés et ils sont des dizaines de milliers à travers le monde à être dans cette situation. Et donc oui, il faut se préoccuper d'eux et être solidaire et leur tendre la main. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, pour ce qui concerne la Belgique, eh bien que dans certains marchés publics, sans faire concurrence aux emplois fixes, mais c'est de prévoir des quotas d'étudiants pour pouvoir les aider. Car le paradoxe serait le suivant, c'est que dans un pays qui dépense énormément d'argent pour son éducation, on se retrouve avec un rendement de l'investissement éducatif, c'est-à-dire votre argent, le mien, pour surproduire de l'échec et le décrochage. La grande difficulté aujourd'hui va être de faire en sorte que nous puissions soutenir ces étudiants psychologiquement, dans leur santé mentale d'une part, et d'autre part, économiquement et financièrement, et enfin pédagogiquement. Parce que vous imaginez ces élèves qui auront de facto un bagage plus faible, qui vont arriver dans l'enseignement supérieur. Leur chance, évidemment, d'échec et de décrochage sera important, raison pour laquelle il faut absolument que pédagogiquement, on leur lance des bouées de sauvetage, comme par exemple des allègements de leur cursus, et qu'à la place de ces heures allégées, on mette de la remédiation sur les prérequis, car le grand risque, évidemment, aujourd'hui, c'est d'arriver dans l'enseignement supérieur avec un vrai problème de prérequis, c'est-à-dire ce qui est nécessaire, les marches pour monter l'escalier, tout simplement. Voilà la réalité de cette vie étudiante aujourd'hui. Voilà. Alors, autre secteur fermé, le culturel aussi. Je sais que vous êtes aussi un homme de culture, vous avez beaucoup plaidé pour un dialogue des cultures. Est-ce que vous êtes souvent entendu? Oh, vous savez, d'abord, à titre personnel, je considère que vivre c'est bien, mais vivre poétiquement, et dans le monde arabe, on sait ce que c'est, vivre poétiquement, c'est mieux. Il n'y a pas de vie qui vaut la peine d'être vécue sans faire en sorte de lui donner le sel, et le sel, c'est la poésie. Au sens large, mais la poésie, c'est une feuille qui tombe de l'arbre. La poésie, c'est une belle lune. C'est la beauté. C'est toutes ces questions que l'on retrouve, c'est l'art. Tout ce qui, effectivement, fait respirer l'âme, et c'est extrêmement important. Il faut effectivement avoir un bon équilibre entre la raison et la sensibilité. Et il faut aujourd'hui, nous parlons trop à notre raison.
il faut parler à notre sensibilité aussi. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai beaucoup plaidé pour faire en sorte que ce que nous devons aux autres, nous puissions le leur rendre. Nous avons une dette. L'histoire de l'humanité est une histoire de l'endettement. L'endettement à l'égard des sciences arabes, qui sont oubliées de l'histoire, amputées de l'histoire des sciences. Faire justice en rendant ou en mettant à l'honneur ces migrants arrivés au début du siècle dernier en Belgique, en France ou ailleurs, souvent pour mourir sur les champs de tir dans les combats, pour être la chair à canon pendant la Première Guerre mondiale et à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont apporté leurs bras dans les mines, je songe aux Italiens, plus de 160 décèdent dans ce coup de grisou terrible de Wallonie, qui a été un traumatisme extraordinaire. Ces Marocains, ces Turcs, ces Grecs, que l'on a sollicités pour venir contribuer au redémarrage économique de la France, de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et cette immigration ponctuelle, économique, est devenue une immigration de peuplement, où les enfants ont grandi, ont été à l'école et où le retour est devenu de plus en plus hypothétique. Et donc, croire qu'un pays peut se construire en oubliant ce que l'on doit à l'apport des autres, c'est évidemment courir à des tensions et à de vraies difficultés de vivre ensemble. Et c'est pour ça que je suis très partisan de ce que l'on appelle une politique de la reconnaissance. Reconnaître l'autre, en particulier lorsque, par la colonisation et par toute une série de rapports de domination, on a abîmé les identités de beaucoup de ces pays. Et grandir avec une identité abîmée par des identités meurtrières, eh bien, cela fragilise. Et surtout, et la Belgique connaît cela lorsqu'elle a dominé, lorsqu'elle a limité les droits, notamment les droits linguistiques ou d'expression culturelle des Flamands, eh bien, évidemment, c'était le terrain du ressentiment, de la frustration, de la revanche. Et dans tous les pays construits à partir de la pluralité, à partir des diversités, si l'on ne reconnaît pas ce que les autres ont apporté, eh bien alors, effectivement, on va créer des sociétés fragmentées, clivées. Lorsque des Turcs ou des Marocains écrivent en langue française et qu'ils ont de bons romans, pourquoi ne pas les faire connaître dans les écoles? Lorsque l'histoire de l'immigration n'existe pas dans les livres d'histoire, eh bien forcément, on est incapable de répondre à des classes parfois majoritairement issues de la diversité aujourd'hui, de répondre à la question de « mais pourquoi mes parents sont venus ?» C'est aussi élémentaire que cela. C'est un ton pessimiste que vous avez ce soir, c'est Ahmed. Et pourtant, vous plaidez aussi pour un meilleur vivre ensemble. Alors, un meilleur vivre ensemble, c'est une chimère ou une réalité, vu ce qui se passe dans votre commune aussi à Saint-Josse il n'y a pas longtemps, cette tension entre jeunes et forces de l'ordre. Comment calmer les choses? Alors moi, je suis comme en phase tout à fait avec le nom de votre projet, Pause. Ma mère m'a donné l'un des plus beaux cadeaux qui soit, c'est la joie. Et je suis comme vous, je crois, j'ai un tropisme qui fait que je suis incapable de regarder le verre à moitié vide. Et donc, et je pense que il faut une responsabilité, il faut être responsable moralement et éthiquement lorsque l'on élève des enfants, surtout par les périodes qui courent. Nous avons une obligation morale à regarder le verre à moitié plein.
En ce qui me concerne, moi j'ai été un privilégié, je n'ai pas le droit de regarder le verre à moitié vide. J'ai eu la chance de faire des études, mes parents sont venus dans les années 60, comme beaucoup, avec une maman ne sachant ni lire ni écrire, et je leur dois énormément, et pour moi, une chance. Partir était une chance. Bien sûr, nous avons grandi, comme partout ailleurs, entre roses et épines, mais en même temps, considérons tout de même que il faut regarder euh, les, la réalité des discriminations telles qu'elles se passent au travers de l'histoire et à travers les pays. Et il faut aussi considérer que vivre ensemble dans un pays comme la Belgique, travailler par son pluralisme, ou à Bruxelles, deuxième ville la plus cosmopolite au monde, forcément il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire dans des périodes où la modernité nous bouscule complètement. Il n'y a pas que le Covid qui nous bouscule, il y a les réseaux sociaux également qui mettent dans la tête des jeunes et des moins jeunes des fake news, des réalités sans fondement et nous enlèvent tout esprit critique. Et donc, je suis, moi, un pessimiste actif, au sens où, effectivement, je suis convaincu qu'il y a des solutions, des raisons de s'engager, et mon discours est davantage un discours constructif. Ce n'est pas facile, mais il faut tous prendre conscience et se mobiliser. Et moi, je crois qu'effectivement, tous nos jeunes sont possiblement, tous nos jeunes, tous nos moins jeunes, nous sommes tous possiblement des lucioles. Et tous ensemble, toutes ces lucioles pourraient être un merveilleux phare que nous pourrions revoir de très 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 loin dans le ciel. Je suis convaincu de cela. Vous voyez que Ah je ben, suis optimiste. quelle belle conclusion, ça me rappelle les anecdotes des astronautes qui regardent la Belgique depuis la Lune. Et un des astronautes a demandé à l'autre comment tu reconnais que c'est la Belgique. Il a dit ben, c'est le seul pays où les lumières, où tout le pays est allumé le soir. Donc, donc la Belgique rayonne même depuis la Lune. Merci beaucoup, Ahmed Medhoun. C'était toujours un plaisir. C'était toujours un plaisir de te recevoir et de te rencontrer de nouveau. J'espère qu'on aura l'occasion, après ce Covid, de se voir, de se croiser et aussi d'assister à quelques manifestations culturelles que tu sais si bien organiser. À très bientôt. Merci pour ces compliments, j'ai bien fait de venir.